pour, pour faire mon master dans le domaine des médias, des campagnes et du changement social. Avant ça, j'ai travaillé pour des organisations internationales et locales en Côte d'Ivoire. Et pour ce webinaire, on va faire très simple. Vous n'êtes pas obligé d'avoir votre caméra ouverte. Vous pouvez garder votre caméra fermée si vous le voulez. Euh, Ce serait intéressant d'avoir vos micros fermés pour faciliter un peu tout ce qui est bruit dans le webinaire. Quand vous aurez des questions, n'hésitez pas à les mettre directement dans le chat. Vers la fin du webinaire, on aura une session questions-réponses et toutes les questions seront répondues. Ensuite, en plus de la présentatrice de ce webinaire, on aura d'autres consultants qui vont nous faire le plaisir de répondre à certaines questions ou bien donner leur avis en fonction des thématiques qu'ils abordent tout un chacun ou chacune. Alors, voilà un peu les règles de ce webinaire. Toute autre chose, le webinaire sera enregistré. Donc, j'espère que cela ne pose aucun souci à toutes les personnes qui sont ici avec nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre directement dans le chat. Comme ça, on peut directement les voir et puis répondre à cela. Alors là, maman, il est 15h02. Avant que toutes les autres personnes ne se connectent, on a encore 8 minutes. J'aimerais bien, je sais pas, aimer, si tu me le permets. C'est vrai que les gens ont mis le nom dans le chat et les provenances, mais on peut faire un tour de table. Là, on est 12 personnes, ça peut se faire rapidement. Je pense qu'on peut faire un tour de table rapide pour qu'on puisse entendre la voix de chacun. Et puis aussi, pour ceux qui ont les caméras fermées, ils peuvent ouvrir et se présenter leur visage. Et puis, s'ils le veulent, après, ils peuvent fermer leur caméra. Voilà. Je sais pas, peut-être que je vais commencer. Je vais juste dire le nom des personnes que je vois sur mon écran et puis la personne va se présenter. Ça sera plus facile. Donc, la première personne que je vois sur mon écran, c'est. Il y a, ouais, monsieur, il y a quelqu'un qui a mis Del. Je ne sais pas si c'est son nom. Désolé là, hein, je n'ai pas, bon, comme je me suis connecté un peu en retard, je n'ai pas pris le temps de mettre les noms, tout ça. D'accord. Non, Euh, tu dis juste ton nom et puis là où tu es et puis voilà. Voilà, merci beaucoup. Je suis Clémentia, à Abidjan actuellement en Côte d'Ivoire. D'accord, Donc, merci. voilà, merci. J'ai Masseline aussi qui est la suivante sur mon écran. Oui, Marceline Fanjo, je suis à Montréal, au Canada. Super, merci. Après, on a Ouseni, si je ne me trompe pas. Est-ce que Monsieur Ouseni est avec nous? Peut-être qu'il ne nous capte pas. Je vais passer à la personne suivante. Bon, la personne a mis Samsung, je ne sais pas trop. La personne non plus ne réagit pas. Bon, on va aller avec Monsieur Bienvenu, je le vois. Monsieur Bienvenu, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous êtes et tout? Monsieur Bienvenu, est-ce que vous nous entendez? Je vois que votre caméra elle est ouverte, mais je ne vous entends pas. Je pense qu'il ne nous entend pas. Après, je vois la caméra de Monsieur Abdoulaye. Est-ce que vous aimeriez bien vous présenter? Ouais, merci. Moi, c'est Abdoulaye. Je suis nigérien, mais pour le moment, je suis au Burkina. Ah, ok, super. On espère que tout va bien au Burkina. Ouais, tout va bien, alhamdoulilah. Super. Madame Ouattara Martine, est-ce que vous nous entendez? Oui, alors, Oui, allô, je vous entends. je suis Ouattara Martine, je suis à Ouagadougou, Burkina Faso. Ok, merci beaucoup. Je vous en Euh, prie.
J'ai Monsieur Ludovic Ziamé. Ludovic Jamais, je suis à Trois-Rivières au Canada. Ok, merci beaucoup. Monsieur, je ne sais pas si c'est madame ou c'est monsieur, mais j'ai Jojo A. Bon, apparemment, la personne ne nous capte pas. Est-ce que monsieur Désiré Caboret est avec nous? Oui, je suis là. Ok, Je suis Kabore de Dieu, je suis au Burkina, précisément à Foudougou. d'accord, merci. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Là, on a 13 on a juste 13 personnes, on n'a pas les personnes qui n'ont pas. Jojo, je suis en RDC. Ah, ok, d'accord. Super, monsieur Jojo. Merci. Oh, monsieur, bienvenue à lever la main. Je pense que là, maintenant, il nous entend. Si vous nous entendez, vous pouvez parler maintenant. Monsieur, bienvenue. Euh, c'est moi? Oui. Non, moi c'est Zida Abdul Kadri du Burkina Faso. Je ne suis pas bienvenu, hein. Mais si votre écran s'est mis bienvenue, ou bien c'est pas. Non, c'est pas moi. Oh, ok, peut-être que je me trompe. Non, il faudrait qu'il change Ça, l'appellation, tout c'est simplement. écrit bienvenue là-dessus, là. C'est ça qui apparaît. Voilà, en fait, c'est ça. D'accord, d'accord. Mm. Ok, y a Ah, pas de parce souci. que depuis vous dites bienvenue, je ne comprends pas, parce que moi c'est pas En fait, bienvenu. c'est le nom qui est sur votre écran. Parce qu'en fait, avec Zoom, quand vous connectez, vous vous connectez avec un nom. Donc, le nom qui est sur votre écran, c'est bienvenue. C'est pourquoi depuis, je lis bienvenue, en fait. Ah non, là c'est Zida Abdul Kadri. Je suis le Bobo du Lasso au Burkina Faso. Ok, donc, monsieur Zida, d'accord. Je vais prendre ça. Je vais garder ça. Comme ça, je vais Ah, arrêter de lire ce que je merci, vois sur l'écran. merci. Ok, super. Et puis, il y a une autre personne, en fait, qui a sur son écran qui est mis Samsung. Donc, si la personne veut bien prendre la parole et nous dire son prénom ou son nom, ce serait bien. Bonsoir à tous. Bonsoir. D'accord. Moi, c'est Monsieur Tchombiono Carnes, depuis le Burkina Faso. Carnes. Ok. Merci beaucoup, monsieur. Bonjour à tous. Je Oh, suis Adi Hassen, président de l'ONG Adi en Côte d'Ivoire. ok, merci, monsieur Arsène. J'espère que je ne me trompe pas. J'espère ne pas écorcher le nom des gens. Si je le fais, n'hésitez pas à m'interpeller si je prononce mal vos noms. Merci. Alors là, on a 1 minute du début, on a 13 personnes connectées. Je pense que on va débuter. Les autres vont nous prendre en marche. Je vais essayer de rappeler encore nos règles pour ceux qui n'étaient pas connectés quand je les rappelais. Vous pouvez garder votre caméra ouverte comme fermée. Vous pouvez aussi, pour les micros, on vous suggère de les garder fermés. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poster directement dans le chat. On prendra le plaisir de, comment dirais-je, de les récolter. Et puis, vers la fin de la session, on aura une partie de questions-réponses. Les formateurs ou bien la formatrice va faire seul le plaisir de répondre à vos questions. Alors, le thème d'aujourd'hui qui nous rassemble pour ce webinaire, c'est agir pour impacter. Comment éviter les erreurs qui freinent les projets à impact en Afrique et en Haïti? Et notre présentatrice aujourd'hui, ou bien notre panéliste, est Madame Aimé. Aimé, tu peux me mettre le prochain slide, s'il te plaît? OK. Donc là, vous avez le plan de la conférence. La présentatrice aura, bon, là, je suis en train de présenter la conférence qui, qui fera genre 5 minutes. La présentatrice va se présenter elle-même, la conférencière, disons. Après, on aura dans le corps même, on aura dans le corps même
du webinaire, Vas-y. qu'est-ce qui freine les projets à Ouais, impact? ouais. Si vous avez Comme, vos micros ouverts, please, est-ce que vous pouvez les fermer, s'il vous plaît? OK. Donc, Aimé, je te laisse la parole et puis on se prend tout à l'heure. N'hésitez pas à mettre toutes vos questions dans le chat. Merci, Laetitia. Merci à toutes et à tous. Et encore une fois, bienvenue à la conférence du jour qui est de parler de comment agir pour impacter et puis avoir, pas seulement impacter, mais avoir un impact significatif, un impact durable dans les pays du Sud, donc en Afrique, dans les Caraïbes, spécialement en Haïti. Donc, je me présente, Emiyu. Ça fait environ 14 ans que j'évolue dans le milieu des OBNL. Ma spécialisation, c'est vraiment la communication et la sensibilisation, même si j'ai eu des postes de direction. Et dans le cadre de mes fonctions, j'ai été pour le Canada dans plusieurs pays, dont Haïti, le Burkina Faso, le Sénégal et mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Alors, au niveau de mes études, juste pour circonscrire ça, j'ai comme un bachelor en information et communication et une mineure en administration des affaires. J'ai également un master en coopération internationale et aide humanitaire. Et bien évidemment, comme toute personne qui veut toujours apprendre, j'ai des attestations, j'ai des certificats en lien avec le milieu des OBNL. OBNL, on parle ici des organismes à but non lucratif ou des organismes des OBLSL, organismes sans but lucratif. Alors, la rencontre d'aujourd'hui, c'est une conférence. Ce n'est pas une formation, ce n'est pas un atelier, ce n'est pas une rencontre de motivation, mais c'est une conférence pour qu'on puisse aujourd'hui échanger. Je vais démarrer la rencontre à partir de mes observations sur le terrain pour parler des freins qui impactent nos projets dans les pays, excusez-moi, dans n'importe quel pays du Sud, et par la suite les solutions ou stratégies que je pense à partir de mes expériences, à partir de mes observations, à partir des conseils que j'ai de mes pairs dans le milieu qui peuvent venir aider. Donc, comme l'a dit ma collègue tantôt, la première partie, on va parler d'une partie théorique et la seconde partie, elle va permettre qu'on puisse échanger. Donc, je vais pouvoir répondre à vos questions et bien évidemment, on va pouvoir échanger sur les procédés, les idées, les pratiques et les conseils qui peuvent nous aider à avoir un meilleur impact à partir de cette conférence. Donc, on va dire à partir de 2026. Oh, donnez-moi une minute. Je sais pas, j'arrive pas, ça va pas être long. Qu'est-ce qui se passe? OK. D'accord. Donc, je m'excuse, mon écran ne voulait pas poursuivre. Comme on dit quelque part, ce sont les aléas du direct. D'accord. Donc, avant de rentrer dans le vif de notre sujet, je me suis dit que c'est très important que nous puissions démarrer la rencontre avec les mêmes définitions, la même perception et la même compréhension de certains termes et mots qui vont revenir, mots MOTS, qui vont revenir tout au long de cette conférence en tant que telle. Donc, on va, trois mots, frein, projet et impact. Donc, au niveau des freins, moi j'ai une question dans un premier temps et puis euh, une personne peut lever la main ou ouvrir son micro et puis donner une réponse. Là, on va quand même interchanger. Donc, au niveau des freins, quand vous entendez frein, vous pensez à quoi exactement? Et quel est le frein, si c'est possible? Je suppose que toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, vous avez des projets, vous avez des idées, vous êtes un leader ou oui, un leader communautaire, un leader social dans votre entourage, dans votre communauté, dans votre pays d'origine, dans votre pays tout simplement. Donc, je pense qu'on est apte et puis amène à répondre à cette question-là. Donc, si une personne peut nous dire qu'est-ce qu'elle entend, qu'est-ce qu'elle comprend par le terme frein,
Et quel est pour elle le frein le plus dangereux dans le cadre de la réalisation de son propre projet? Oui, allez-y, Monsieur Zida, vous pouvez comme vous présenter, donc votre nom et puis votre pays d'origine et puis répondre à la question. Comme ça, ceux qui nous ont... Ok, Bon, allez-y. bonjour, bonjour. Oui, bonjour. C'est Zida Abdul Kadri depuis le Burkina Faso. Voilà, moi Bonjour. j'entends par frein, en fait, tout ce qui constitue à freiner, à bloquer un projet, à bloquer l'avancée du projet. Et dans ce blocage, pour moi, ce qui est vraiment l'élément même qui bloque là, c'est le manque de lead. Le manque de lead, c'est ça qui peut constituer vraiment un frein à un projet. Voilà comment je comprends ça. Merci. Merci. Et dans le cadre de votre projet à vous, Monsieur Zida, en partant du principe que vous avez un projet, donc quel est le projet qui vous freine? Est-ce que c'est toujours les leads ou bien de manière générale, vous vous dites que c'est vraiment le leader qui porte le projet, voilà. Bon, chez moi d'abord, et pour réussir même à l'échelle locale, en famille, si le leader n'est pas bon, d'abord le projet est mal parti. Mhm. D'abord, il faut prendre tout en compte. C'est-à-dire qu'il faut prendre tout en compte, les risques et puis les avantages, les inconvénients, tout ça, il faut aller avec. Et il faut vraiment être un grand manager pour pouvoir vraiment réussir tout projet qu'on a en tête, même si c'est au niveau local. C'est l'homme. D'accord. Merci pour votre réponse, Monsieur Zida. Il y a un Samsung qui a levé la main, mais je vais vous permettre de répondre à la seconde question pour qu'on puisse avancer. Mais en attendant, je vais définir à partir de ce qui a été dit par Monsieur Zida, qu'est-ce qu'on entend ou qu'est-ce qu'on pourrait entendre du terme frein. On s'entend qu'aujourd'hui, les définitions que je donne, elles viennent de trois sources. D'abord, ce qu'on a dans le dictionnaire Larousse, ensuite de mes expériences, comme je l'ai dit tantôt, dans les différents pays et puis durant tout mon parcours. Dans les différents pays, on inclut le Canada là-dedans aussi, exactement, mais aussi de mes cours que j'ai eu à suivre aussi dans le cadre de ma maîtrise également. Donc, Monsieur Zida n'était pas loin de la définition de frein. Un frein, c'est vraiment un obstacle qui peut être visible ou invisible, mais qui vient freiner, empêcher ou réduire comme le plein potentiel, la pleine réalisation de son objectif ou des résultats qu'on attend de son projet tout simplement. Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'un frein, on a plusieurs types de freins. Un frein peut être structurel, il peut être organisationnel, comme l'a mentionné tantôt Monsieur Zida. Il peut être humain, ça se rapproche aussi de ce qui a été dit tantôt. Il peut être stratégique ou il peut être soit culturel ou contextuel. Quand on parle d'un frein structurel, on parle ici, par exemple, du manque de financement, d'une gouvernance qui est fragile ou de la lourdeur administrative qu'on peut avoir au sein de son organisation ou de la communauté des partenaires que nous avons. Au niveau organisationnel, on parle ici des rôles qui sont flous. Qui fait quoi dans l'organisation? Qui fait quoi au sein de l'équipe? Ce sont des rôles flous. Et aussi au niveau d'une mauvaise coordination ou une absence de planification. Mauvaise coordination dans l'exécution du projet. Et au niveau de la planification, c'est d'être porteur d'un projet et ne pas savoir où est-ce qu'on part, quelles sont les actions qu'on souhaite poser dans 2 ans, dans 5 ans. Donc, on n'a pas cette vision, ne serait-ce qu'à moyen terme ou à long terme. Donc, ça vient donner un frein organisationnel. Au niveau humain, c'est la résistance au changement. On n'en parle pas souvent, mais c'est vraiment ça. C'est un obstacle très important qu'on néglige très souvent au niveau de l'atteinte de notre impact dans la communauté et puis l'épuisement des équipes. Parfois, on se retrouve à porter de grandes missions, de lourdes missions, si je peux m'exprimer ainsi, avec une petite équipe. Ça n'aide pas, ça crée un frein humain. Et puis, bien évidemment, c'est vrai que ça change, ça fait environ 14-15 ans que ça a changé, mais dans la mémoire collective, on a l'impression que dans le milieu communautaire, dans le milieu social, dans le milieu humanitaire,
un peu moins dans le milieu du développement, on n'a pas besoin d'avoir des compétences. C'est faux. C'est archi faux. Ça demande des compétences. Ça demande des connaissances dans le rôle que vous avez, dans la position que vous avez au sein de votre organisation, ou je vais dire tout simplement au sein de votre projet, parce que je sais que la plupart des personnes qui sont ici aujourd'hui, il y a ceux qui sont des porteurs de projets, il y a ceux qui souhaitent mettre en place des projets, et puis il y a ceux qui voilà, sont les directeurs ou directrices responsables voilà, d'organisation en tant que telle. Au niveau stratégique, pour parler des freins, ça peut être un objectif qui est mal défini, ça peut être une communication qui est incohérente, qui fait pas sens entre votre mission et puis vos objectifs, qui fait pas sens entre la vision de l'organisation et puis ce que vous faites sur le terrain. Ça peut être une mauvaise lecture du contexte, un peu comme ce que je disais pour le frein qui correspond à la contextualisation, donc à l'endroit, à l'environnement où est-ce qu'on est et à la culture. Donc, ce décalage avec la réalité locale, cette absence d'appropriation, je vais dire, communautaire en tant que telle. Donc, aujourd'hui, il faudrait qu'on sache qu'un frein est certes un obstacle. Il y a plusieurs types de freins, mais un frein n'est pas un échec. On peut toujours, il y a moyen de s'ajuster, de se réajuster ou de s'adapter. On en parlera dans les solutions. Le second mot, c'est le terme projet. Donc là, si la personne qui est derrière le nom Samsung avait levé la main tantôt, s'il a envie de s'exprimer, sinon on va permettre à quelqu'un d'autre de nous dire quel est le projet sur lequel cette personne travaille présentement ou, ça peut être cette autre question, quel est le projet que vous souhaitez réaliser? On veut juste savoir là pour pouvoir tantôt identifier à quel type de projet nous faisons référence. Ou si quelqu'un d'autre voudrait bien, parce que la personne n'ouvre plus, si quelqu'un d'autre veut répondre à cette question, à l'une de ces questions concernant le mot projet. Laetitia, tu pourrais voir si quelqu'un a écrit, parce que si, puisque je projette présentement, je peux pas voir si quelqu'un a donné une réponse à l'écrit, mais si quelqu'un veut lever, ouvrir son micro et puis répondre à l'une des questions, quel est le projet sur lequel vous travaillez présentement ou quel est le projet que vous souhaitez réaliser? Il n'y a pas de questions dans le chat actuellement. D'accord. Et personne ne veut donner une réponse? Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de réponse ou des questions pièges, hein? D'accord, Monsieur Zida, vous pouvez y aller, merci. Je reviens encore. Moi, c'est le projet poule pondeuse à grande échelle nationale avec la livraison sur le plan national à neuf. Mais là, il y a un blocage financier parce que, à mon niveau, lorsqu'on on fait le budget, c'est un budget colossal. Il faut avoir une garantie pour avoir un financement bancaire et être accompagné par d'autres partenaires. Ben, c'est vraiment le gros frein ici, c'est le financement. D'accord. Ouais. Une question aussi rapidement là, c'est de savoir si votre projet c'est d'accompagner peut-être, ben ça c'est pour les personnes en lien avec le communautaire ou le social ou le développement. C'est le communautaire parce que nous travaillons déjà avec des communautés à petite échelle. Et puis bon, D'accord. là, c'est à l'octroi de l'emploi direct et indirect, des emplois permanents, et puis aussi agir sur l'alimentation et puis la nutrition, réduire un temps soit peu peut-être la malnutrition à l'échelle locale, quoi. D'accord. D'accord. Donc Ouais. on retient ça là. D'accord, merci, Monsieur Zidat. Donc, Euh, mais, oui, mais oui, on a deux personnes qui ont défini le mot projet dans le chat. Je ne sais pas si je me vas-y. permets de les Oui, lire. oui, vas-y. On a Monsieur Kane Ousieni qui dit qu'un projet, c'est un but qu'on s'est fixé ou un objectif qu'on veut atteindre. Mhm. Et après, on a le président de l'ONG ADI qui définit le projet comme un projet. Le projet, bon, lui il ne définit pas, mais il dit plutôt le projet qu'il veut mettre en place, c'est de vouloir réaliser la construction d'un centre de formation professionnelle dans un village de Songon, plus précisément en Côte d'Ivoire. D'accord, merci. Je pense que d'une certaine manière, on a pas mal la définition et la compréhension du terme projet. Donc, je vais vous dire un peu
la définition. Donc, un projet qui soit à vocation sociale ou de développement, c'est une action organisée, on va dire concertée et qui est limitée dans le temps. Et puis, elle vise bien évidemment à répondre à un besoin collectif. Donc, tous les projets qui ont été énumérés là, les 3 projets, on comprend ici qu'ils viennent répondre à un besoin collectif et ce, dans le but d'améliorer les conditions de vie de la communauté, de la population ou de transformer une situation sociale. Et dans les projets, en tout cas les projets dont on discute aujourd'hui, il y a 4 types de projets. Il y a les projets sociaux, il y a les projets communautaires, il y a les projets humanitaires ou les projets de développement. Si on fait référence aux projets sociaux, on pense ici, on se réfère à l'un des 17 objectifs de développement durable. Donc, ça peut être au niveau de l'inclusion, du droit humain, de l'égalité, de la santé, de l'éducation, au niveau de l'alimentation aussi, ça rentre en compte là-dessus. Au niveau communautaire, ici, on vient s'intéresser à comment mobiliser localement ou de manière ou nationalement, si je peux m'exprimer ainsi, la communauté ou la population. Toujours au niveau communautaire, ça fait référence au soutien à la population et au renforcement des capacités. Au niveau humanitaire, pour parler que de ce terme, humanitaire, c'est plus que limité dans le temps. Quand on parle d'humanitaire, c'est une aide d'urgence. C'est pour répondre à une crise, c'est ponctuel et c'est en lien avec la protection. Ça se démarque un peu. Contrairement à un projet de développement où on cherche ici l'autonomisation, où on cherche l'accès à des services, où on cherche la durabilité. Donc là, c'est la grosse différence entre humanitaire et de développement. Et bien évidemment, on recherche un changement structurel. Le point commun avec tous ces types de projets, c'est le changement positif. C'est ça qu'il faut retenir concernant le terme projet. Et enfin, notre mot le plus important, ils sont tous importants, le terme impact. Alors, si quelqu'un peut répondre à ça, est-ce que, c'est 2 questions, est-ce que vous mesurez ce que vous faites ou seulement ce que vous dépensez quand vous travaillez sur des projets? C'est la première question. Et la seconde question, est-ce qu'on peut avoir des activités et zéro impact? Les réponses sont déterminantes, mais il n'y a pas de mauvaise réponse pour la suite. Si quelqu'un peut répondre, Laetitia, dans le chat, tu pourrais voir aussi. Ouais, non, je voulais dire, n'oublie pas, je voulais dire qu'ils peuvent mettre aussi leur réponse dans le Dans chat. le chat, d'accord. Ouais. Il y a Martine qui a levé la main. D'accord, Martine. Est-ce qu'elle nous entend? Madame Ouattara, vous pouvez parler. Est-ce qu'elle entend? Je doute fort. Est-ce que quelqu'un dans le chat s'est exprimé? Donc, Non. est-ce que les Allô? questions sont les suivantes? Est-ce que vous mesurez ce que Allô, vous me recevez? Oui, on Oui. vous reçoit. Mhm. Voilà, je disais que pour moi, un impact, c'est le résultat à long terme qu'on cherche à atteindre et lorsque on mène un projet D'accord, long ou terme. une idée de Mhm. oui. Il y a Marceline qui a mis dans le chat que ce sont les retombées. Mhm. Et il y a M. Ziba Abdul qui a levé la main. D'accord. Monsieur Ziba, vous Oui, pouvez y aller. pour moi, je comprends par impact, puisque au départ, on a des objectifs quand même. Mhm. Lorsqu'on on veut élaborer un projet, on a des objectifs quand même qu'on veut atteindre. Mhm. Par exemple, est-ce impacter et changer, par exemple, une situation sanitaire présente, qu'elle soit positive. À la fin de ce projet-là, nous devons normalement mesurer est-ce qu'il y a un changement réel de ce que nous avons défini au départ. Mhm. Selon moi, c'est ce qui a un impact, quoi. D'accord. Merci. Changement réel. D'accord. Donc, je vais poursuivre. Je vais poursuivre. Ce qui a été mentionné, vous avez répondu à qu'est-ce qu'un impact, sauf que je vais vous choquer aujourd'hui, et puis on va en discuter dans la seconde partie. Donc, ce qu'il faut savoir d'un impact, un impact, effectivement, ça vise le S'il long te plaît, terme. Aimé, Oui? s'il te plaît. On a 2 autres réponses dans le chat. D'accord, on va prendre ça rapidement. Monsieur Canet qui dit que un impact peut être positif ou négatif. Et aussi, D'accord.
c'est le résultat d'une action. Mhm, Et monsieur le président de l'ONG a dit c'est un changement pour une influence positive. mhm, Et il y a Marceline aussi qui dit qu'il y a toujours un impact mhm. qui peut être considérable ou non en fonction des objectifs fixés. D'accord. OK, c'est beau. Donc, c'est ça que je disais, c'est des bonnes réponses, mais sauf que je vais choquer aujourd'hui et puis on en parlera dans la seconde section. Donc, oui, un impact, il correspond à un changement réel, il correspond à un changement durable et bien évidemment, il correspond à un changement mesurable par rapport aux personnes qu'on essaie de toucher, à la communauté ou au système en tant que tel. Mais par contre, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, le terme impact dont on parle là, un impact, c'est pas le nombre d'activités qu'on a fait. Un impact, c'est pas le nombre de personnes qui ont été présentes aux activités qu'on a fait. Un impact, c'est pas le nombre de médias qui ont répondu par leur présence à l'appel que vous avez fait en tant que tel. Ces trois éléments-là, ça sert à deux choses. Ça sert à mesurer ou à justifier auprès de notre bailleur qu'est-ce qu'on a fait des fonds qu'il a donnés. Ça sert aussi à alimenter notre rapport d'activité ou nos différents rapports que nous faisons en tant que tel. L'impact là, c'est au niveau du changement de vie. C'est qu'est-ce qui a changé dans le système? Qu'est-ce qui a changé dans les comportements, dans les attitudes des personnes que nous essayons de toucher? Donc, l'impact, je vais vous donner un exemple qui va vous aider dans cette compréhension. Disons que vous êtes responsable d'une OBNL qui sensibilise ou qui accompagne les personnes qui vivent avec le VIH-Sida. Vous avez eu en année 1 un financement je vais prendre des petits chiffres pour faire simple, de 500 000 francs de 500 millions, excusez-moi, de 500 millions pour sensibiliser auprès d'une communauté où des études ont été faites et puis on a réalisé qu'il y a environ 1 million de personnes qui vivent avec le VIH-Sida. Donc, on vous donne les financements et puis on vous dit agissez. Donc, durant une année, vous faites des activités. Hein, chaque jour, vous faites une activité. Il y a 200 personnes, il y a 300 personnes qui viennent, peu importe, durant toute l'année. Donc, à la fin de l'année, vous pouvez présenter le nombre d'activités. Il y a beaucoup, on a fait 300 activités l'année. On a eu environ, j'invente, 2 millions de personnes qui étaient présentes quand on fait le total de tout. Et là, on vous dit, OK, faites un sondage au niveau du suivi, du suivi évaluation pour savoir, quand on a démarré le projet, il y avait 1 million de personnes infectées. En l'année 2, là, combien de personnes sont infectées? Et là, vous êtes encore à 1 million de personnes ou bien vous êtes à plus de 1 million de personnes infectées par le VIH-Sida. Est-ce que vous avez eu un impact? Non, vous n'avez pas eu d'impact. Donc, il faut pouvoir faire la différence aujourd'hui qu'un impact, c'est pas le nombre d'activités, c'est pas le nombre de personnes qui étaient présentes, c'est pas le nombre de médias qu'il y avait, c'est pas le nombre de likes. Ça aide. Ce sont des appuis. Ce sont des canaux, si je peux dire comme ça, de référence en tant que tel. Mais l'impact dont on parle aujourd'hui et qu'on veut parler aujourd'hui, c'est comment un changement significatif, un changement réel a été apporté dans les vies de notre cible, dans les vies de ma cible en tant que telle. Et c'est à ce niveau qu'il faut chercher aussi d'autres moyens de mesurer cet impact-là en tant que tel. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'impact aussi, c'est un changement qui est concret dans la vie des personnes, un changement concret et véritable. C'est ce qui est maintenu dans le temps. Il y en a, Madame Ouattara disait tantôt, c'est le long terme. C'est ça aussi un impact. On ne peut pas impacter sur une journée, on ne peut pas impacter sur une semaine, sur un mois. On parle du moyen terme et du long terme quand on parle d'impact. Et c'est ce qui transforme les comportements, les pratiques et les structures. Et bien évidemment, c'est ce qui, idéalement, laisse des traces positive et durable parce que malheureusement, on peut aussi avoir un impact, mais un impact négatif. Mais l'idée, dans notre cas là, c'est on s'attend à ce que ce soit un impact durable en tant que tel. Donc là, excusez, ça nous emmène au frein, à qu'est-ce qui vient freiner notre impact dans la communauté, dans la société, peu importe en tant que tel. Et je reviens toujours, moi, c'est par rapport à mes expériences. Et bien évidemment, on aura un moment où vous pourrez donner d'autres freins
qui viennent empêcher l'impact que peut-être que je ne savais pas ou à partir de mes pairs, voilà, de mes collègues, ça n'a pas été énuméré en tant que tel. Donc, le premier frein, c'est ce qu'on vient de mentionner tantôt, c'est la confusion entre activité et puis impact en tant que tel. Impact, c'est le changement de vie. Impact, c'est le changement dans la structure, dans l'écosystème tout simplement, qui n'a rien à voir avec le nombre d'activités et de projets qu'on fait. Donc, faire, ça ne veut pas nécessairement dire impacter. Et il faut aussi penser à des indicateurs clairs concernant notre impact. Comment on peut faire pour savoir que la vie de ces personnes-là a réellement changé? Et beaucoup d'actions ne veulent pas dire qu'on a des résultats. On peut avoir beaucoup d'actions et puis avoir peu de résultats qui sont mesurables. Le second frein, c'est au niveau de la communication sans stratégie. Donc, en tant qu'organisation, en tant que leader communautaire, il faudrait qu'on soit en mesure d'avoir des messages qui sont clairs, des messages qui ne sont pas toujours portés vers de la communication émotionnelle. Parce que malheureusement, quand on est dans le milieu social, communautaire, humanitaire, de développement, malheureusement, les gens ont tendance à se dire que on doit axer nos communications sur de l'émotionnel. Mais je présume, en tout cas je vais en parler, on a deux types de personnes sur cette terre. On a des personnes qui ont réussi à toucher à travers les émotions et des personnes qui ont réussi à toucher à travers la raison. Donc ces personnes-là, les personnes qui fonctionnent avec la raison, il ne faudrait pas les oublier tout simplement parce qu'on est dans un certain milieu. Donc ça, c'est très important, communication structurée et puis éviter de toujours aller dans la communication émotionnelle en tant que telle. Il n'y a pas que ça. Et puis, bien évidemment, avoir une communication qui n'est pas cohérente entre votre mission, vos actions, votre discours. C'est très important de pouvoir clarifier ces éléments-là au niveau de la communication. Et puis, le troisième frein que j'ai eu avec quelqu'un, leader communautaire que j'accompagnais même en Côte d'Ivoire, mais qui avait été pendant longtemps aux États-Unis. Donc, il est dans une autre réalité. Et même ceux même qui ne sont pas nécessairement partis à l'étranger font ce genre d'erreur-là. C'est que lorsqu'on travaillait sur ces différentes stratégies à lui, il avait toujours, on va dire, le goût et la volonté et l'idée de vouloir copier des modèles de stratégie qu'il a vus aux États-Unis ou qu'il a entendu en France ou en Europe en tant que tel. Il faudrait savoir que on ne peut pas toujours et idéalement même copier les modèles qu'on voit de nos pairs ou d'institutions ou d'organisations ou de leaders qui sont peut-être dans le même enjeu que nous, qu'on a vu ailleurs chez soi. Parce que je pense qu'on le sait, même dans notre propre pays, la culture, la mentalité, la perception des choses pour convaincre une communauté, une population, dans le nord n'est pas la même dans le sud, n'est pas la même dans l'est ou dans l'ouest. Donnez-moi une minute. Donc, il faut éviter de ne pas prendre en compte les réalités de notre environnement proche, si je peux m'exprimer ainsi. Le second frein, donc le quatrième frein, c'est de se dire que moi, je peux travailler seul, je peux travailler en silo, j'ai pas besoin de qui que ce soit. Peut-être parce que j'ai beaucoup de financement, peut-être parce que je connais une personnalité publique, peut-être parce que je suis moi-même une personnalité publique en tant que telle. C'est faux, c'est une mauvaise stratégie et ça a un frein sur l'impact qu'on veut avoir dans la communauté. Il faut toujours travailler en partenariat, avoir des partenaires stratégiques dans la communauté autour de soi en tant que tel et même travailler avec des leaders communautaires, des individus même, pas seulement des organisations, mais des individus même. Si vous êtes porteur d'un projet, par exemple, public, je peux donner, qui est peut-être financé par le gouvernement, c'est pas parce que vous avez un financement ou que vous avez l'aval, on va dire, du gouvernement ou du ministère, que ça veut dire que les organismes les petites organisations locales et tout là, il faut les négliger, il faut les laisser, il ne faut pas les inclure dans notre projet. Ça vient freiner notre impact. Et ça, au niveau du Canada, plus précisément du Québec et de la coopération internationale, tous les organismes de coopération internationale qui sont membres de l'ACOSI, donc Organisation québécoise de coopération, ils ont compris ça. Avant, quand je dis avant, il y a 20 ans, il y a 30 ans,
on voyait des organisations, je vais dire, canadiennes, américaines, européennes, qui partent dans les pays du Sud, qui partent dans les pays du Sud et qui se disent ils sont légitimes, ils connaissent plus la réalité, ils connaissent plus les différentes stratégies qui peuvent accompagner, qui peuvent impacter en tant que telles. Maintenant, ce n'est plus le cas. Vous allez remarquer, si vous vérifiez bien là, que les organisations, même si elles vont dans des pays du Sud, elles travaillent toujours en collaboration et en partenariat. Parfois même, elles laissent même des partenaires locaux agir sur le terrain plus qu'elles-mêmes. C'est parce qu'elles ont compris que ça, c'était un gros frein à l'atteinte de à leur impact, tout simplement. Donc, à ce niveau, il y a un travail à faire. Le cinquième frein, c'est au niveau de la personne qui porte le projet. Il faut penser durabilité, mais il faut penser crédibilité. Crédibilité pour l'individu, durabilité pour le projet. On ne cherche pas un financement pour faire un projet où on met pas en place un projet en se disant que je veux qu'il ait un impact sur 2 ans ou bien le temps que j'ai eu un projet parce que j'ai eu un financement, excusez-moi, pour 2 ans ou pour 5 ans. Il faut penser et mettre des stratégies, des objectifs qui vont nous permettre de poursuivre même après un financement, même après nous-mêmes, notre présence sur le terrain ou au sein de ce projet-là, tout simplement. Et nous-mêmes, en tant qu'individus porteurs de projet, il faudrait qu'on pense à notre crédibilité, il faudrait qu'on pense à nos actions qu'on porte, qu'on fait, qu'on réalise au jour le jour. Parce que ça constitue des freins en tant que tel. Et l'absence de structuration organisationnelle aussi, donc comme je le disais tantôt, des rôles qui sont flous, on ne sait pas qui fait quoi, ou bien parce que vous êtes le directeur ou le porteur principal du projet, vous portez le projet à tel point que tout ce qu'il y a à faire, c'est vous qui faites, vous ne déléguez pas, on peut pas on peut même pas parler avec une seconde personne au sein de l'institution parce que c'est vous qui savez tout, ça n'aide pas, c'est un frein à l'impact. Le dernier frein que j'ai pu identifier, c'est au niveau du financement qui n'est pas adéquat. Vous avez une mission, vous avez une vision. On va partir du principe que tout le monde sait c'est quoi un financement à mission, c'est quoi un financement à projet. À projet, il est beaucoup plus ponctuel. Vous avez un financement peut-être pour faire une activité ou un projet sur une courte période, mais qui peut aller peut-être jusqu'à 2 ans. Donc, on mobilise toute l'équipe là-dessus. À mission, ça vient couvrir tous les frais de l'organisation. Donc, toute l'équipe interne travaille sur ce projet-là et normalement, c'est sur du long terme. Le minimum, c'est 3 ans, mais sinon, c'est des 5 ans et puis ça se renouvelle facilement en tant que tel. Et bien évidemment, quand on a un porteur de projet qui est crédible, qui pense à la durabilité, qui ne cherche pas à travailler solo, parce que le frein 6 là, il vient quand même de tous les autres freins que j'ai énumérés tantôt. Il faut penser à la diversification des sources. Diversification des sources, c'est pas seulement des bailleurs différents, mais c'est des levées de fonds qu'on peut faire. C'est avoir cette fibre philanthropique pour travailler sur des moyens de mettre des événements humanitaires qui peuvent nous aider à développer, à multiplier, à diversifier nos sources de financement. Alors, oui, oui, j'ai une question et puis ça va permettre si des gens ont des questions. Et tu as 2 minutes en fait pour t'entendre. Ah, Il te reste 2 minutes en fait. D'accord, c'est bon. Mais moi, j'ai terminé pour cette partie avant de rentrer dans les solutions. C'était de savoir si j'ai oublié d'autres freins, si je ne connais pas certains freins, peut-être on peut prendre 2 minutes pour que certains puissent citer des freins là qu'ils ont en tête comme ça. Et puis voilà. Ok. Laetitia, j'espère que tu n'as pas oublié qu'on a pris 10-15 minutes avant de démarrer, hein. Non, mais en fait, c'est tout ça qui a été calculé en fait. D'accord, bon, ok. Je vais rentrer dans mes solutions très bientôt. Est-ce que quelqu'un voudrait donner une ou deux erreurs qu'il pense? Je pense que ça. On a quelqu'un dans le chat qui a écrit quelque chose. Je ne sais pas si je vais lire. On va voir si ce sont des questions bien sûr. La personne dit, est-ce qu'on peut avoir un éclaircissement sur le concept d'impact tel que défini comme un changement total? Mais la question est la suivante. Vu qu'il y a plusieurs types de projets, est-ce que la définition reste standard? Par exemple, le cas du projet d'élevage de poules pondeuses. D'accord. Est-ce que tu peux garder la question? Je vais répondre. Voilà, Oui. dans la période des questions-réponses, là, ça va être plus simple, ouais, pour qu'on puisse avancer. Donc, est-ce que quelqu'un a... Oui, je te laisse. Mouattara aussi qui a levé la main. Allô? Oui? Moi, je dirais que
le manque de confiance en soi peut être aussi considéré comme un frein? Ou bien à quel niveau est-ce qu'on peut placer cela? Oui, on peut placer cela dans la crédibilité de l'individu en tant que leader, toi-même porteur de projet. Donc, ça rentre là-dedans. Tout ça, c'est dans la crédibilité là. Mhm. Si tu n'as pas confiance en toi, si tu... Voilà. Quelqu'un veut dire quelque D'accord, chose? merci beaucoup. Welcome. Je poursuis? Oui, je pense qu'on n'a pas... D'accord. On va revenir à la question de la personne derrière le compte Mhm. Samsung quand on sera dans les D'accord. réponses. Mhm. Donc là, on va parler des solutions hein, qui vont venir aider ou pallier ou mettre fin à ces freins qu'on a énumérés tantôt. Donc, la première solution, c'est vraiment au niveau de la clarté stratégique. Donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup de projets qui échouent, pas parce que, tout simplement, on va dire, parce que le problème réel qui constitue notre mission n'a pas été clairement défini en tant que tel. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de commencer une activité ou de rechercher un financement, parce que tout se résume malheureusement très souvent dans les pays du Sud, on a tendance à se dire que c'est le financement qui est le gros problème, mais pourtant il y a d'autres problèmes qui viennent avoir un frein sur notre impact. Donc, il faut travailler sur certaines questions. Donc, il faut se poser les questions suivantes. Quel changement concret que je veux apporter dans la communauté au bout de 6 mois, au bout de 12 mois, à travers le projet que je suis en train de réaliser ou que je réalise ou que je souhaite réaliser? Et puis, il faut savoir aussi, il faut se demander aussi qui est réellement concerné par ce problème, par cet enjeu. Parce que ça va nous faciliter la vie ensuite sur le terrain pour avoir un impact significatif. Et bien évidemment, puisqu'on parle durabilité, on parle même crédibilité, il faut se poser la question, qu'est-ce qui existerait si mon projet n'était pas en place? Parce que c'est pas parce qu'on est dans le secteur du communautaire, de l'humanitaire, du développement qu'on va pas parler concurrence en tant que tel. Donc, il faut savoir qu'est-ce qui est fait ailleurs, comment c'est fait ailleurs et comment moi je le fais et ça peut venir aider au niveau de ma clarté stratégique en tant que tel. Donc, il faut savoir qu'un projet qui est flou attire plus de soutien, attire peu de soutien, je m'excuse, contrairement à un projet qui est clair. Ça attire beaucoup plus de mobilisation, beaucoup plus d'intérêt. Au niveau de la posture du leader en tant que tel, du leadership, donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup de projets, malheureusement, qui ne sont pas financés ou qui ne sont pas retenus dans le cadre de certaines sélections, tout simplement parce on observe celui qui porte le projet. Vous êtes observé, il faut savoir ça aujourd'hui. Vous êtes regardé, même si vous pensez que vous n'êtes pas regardé en tant que tel, là, vous êtes observé, vous êtes regardé. Et quand vous écrivez des projets que vous envoyez à des bailleurs, ils vont, en tout cas dans les pays du Nord, donc au Canada, aux États-Unis et même en France, on va aller vous chercher sur les médias sociaux pour savoir comment vous pensez, comment vous positionnez. Et ça peut arriver même qu'on peut partir questionner aussi l'entourage d'une certaine manière. Donc, il faut adopter trois postures. Il faut avoir une posture de responsabilité en tant que telle et non de victimisation. C'est pas parce que tu travailles dans un enjeu de violence faite aux femmes que tu vas faire des communications où tu es toujours dans la victimisation. C'est pas ainsi, c'est pas comme ça. C'était autrefois, ce n'est plus ainsi. Il faut avoir une posture de dialogue aussi. Il faut être ouvert au dialogue avec les bailleurs, avec la communauté et avec les partenaires, comme je n'ai pas arrêté de le dire depuis le début. Et bien évidemment, au niveau de la redevabilité, quand vous avez des financements, quand vous travaillez sur des projets, il faut montrer à la communauté, il faut montrer à la population que vous leur êtes redevable en tant que tel. Donc ça, ce sont des éléments qui sont très importants. Parce que les bailleurs, ils ont tendance à financer facilement des porteurs de projets crédibles plutôt que des projets qui sont parfaits. Puis, ils le savent là, il n'y a pas de projet parfait en tant que tel. Donc, ça, ce sont des éléments très importants lorsqu'on est dirigeant et responsable d'un projet. OK, ça bloque encore. Je ne sais pas ce qui se passe. OK. Donc, ensuite, c'est au niveau de la communication structurée en tant que telle. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la communication dans notre milieu, c'est pas un habillage, c'est pas pour être seulement visible en tant que tel, c'est pas pour se faire voir tout simplement. Dans votre communication, par rapport à votre enjeu, il faudrait que vous ayez un message clair, que vous êtes capable de partager.
que vous êtes capable de dire en peu de temps à qui que ce soit et que vos équipes aussi sont capables aussi de traduire facilement et aisément. Et pour aider aussi, avoir 2 ou 3 messages secondaires qui sont cohérents. Quand je dis cohérence, je veux dire qu'ils viennent appuyer le message central. Ça aide aussi. Et il faut toujours avoir des preuves. J'ai rédigé un livret où on parle de la sensibilisation et de la communication et je l'ai dit de mes expériences et puis de ce que j'ai entendu dans mon entourage. Les preuves là, au niveau des résultats, au niveau des données, celles qui marchent le plus en parlant de l'impact qu'on a défini aujourd'hui, ce sont les témoignages. Les gens aiment voir des personnes qui ont réussi et qui expliquent. Les gens aiment voir des personnes qui ont changé grâce à votre projet, grâce à vos propres réalisations que vous avez mis sur pied. Donc, les témoignages, c'est très important en tant que tel. Ensuite, on va parler au niveau de la crédibilité. À ce niveau-là, il y a 3 indicateurs qu'il faut prendre en place. Il faut penser toujours comment je peux définir quels sont les indicateurs clairs que je peux mettre en place. Donc, il faut nous-mêmes penser, réfléchir, travailler sur qu'est-ce qui a changé vraiment pour mes bénéficiaires quand j'ai réalisé le projet en tant que tel. Et puis, qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui doit changer dans mes pratiques pour m'améliorer et pour aider davantage la communauté. Ce sont des éléments auxquels il faut penser. Donc, un projet qui apprend, il inspire plus confiance qu'un projet qui vient prétendre encore une fois qu'il est parfait à ce niveau-là. Donc, j'encourage vraiment que toutes les organisations se posent ce type de projet, ce type de questions-là, et puis pensent toujours au moins à moyen terme, pas 6 mois, pas moyen terme, je parle ici de 2 ans, de 3 ans. Sinon, ce qui est idéal, c'est de penser toujours à long terme. Au niveau de la durabilité et puis de la projection, il faut penser à une stratégie au niveau des partenariats. Il faut capitaliser aussi notre apprentissage et puis il faut avoir une vision à long terme. Ça, c'est au niveau de la durabilité. J'essaie d'aller rapidement, Laetitia, pour qu'on puisse répondre à tout ça dans la période des questions. Et le point, moi, je dirais transversal, qui est très important, c'est au niveau de l'éducation, du renforcement des capacités. Que ce soit en termes d'équipe, que ce soit en termes de nous-mêmes individus, que ce soit en termes de nous-mêmes porteurs de projets, on ne peut pas être un porteur de projet, peu importe l'enjeu social, et vous n'êtes pas informé là-dessus. Vous ne savez pas ce qui se passe dans la communauté en lien avec votre enjeu. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le pays là-dessus. Vous ne savez pas ce qui se passe à l'international là-dessus. Ce n'est pas la meilleure méthode pour avoir une crédibilité et pour avoir un impact significatif et considérable. Enfin, il faut aussi savoir s'humilier, si je peux dire comme ça, avoir cette humilité de se dire que il faut aussi que je me fasse accompagner souvent. Il faut aussi que je puisse aller me référer à des pairs, avoir leur méthode, avoir leur stratégie, leur demander conseil. Et enfin, la formation qui est reliée au renforcement de capacité, il faut toujours penser à se former. Parce que les choses changent. On voit avec l'intelligence artificielle, on voit avec le développement, enfin certains enjeux là. Il faut toujours être prompt à se former, à s'informer et puis à être accompagné. Et puis, ça fait office de ma dernière slide concernant la théorie. Puis, je voulais dire aussi que ces 3 éléments-là, à travers l'entreprise Agdi Côte d'Ivoire, on accompagne, et puis l'Académie des acteurs et actifs du changement, on accompagne des individus et puis des OBNL sur les 3 moyens qui ont été mentionnés tantôt. Donc, Laetitia, je te donne la parole pour la suite. Merci pour cette première partie et puis merci pour votre attention. Donc là maintenant, questions-réponses. Merci, Aimé, pour la brillante présentation. On espère que nos participants ont bien pris note et que la session questions-réponses sera bouillante et chaude. Mais avant ça, je tenais à vous notifier que dans la même lancée de ces webinaires-là, il y aura un autre webinaire effectivement qui sera gratuit, dont le thème est discrimination, ce que les droits humains exigent de nous. Et elle se fera le jeudi 7 mars, toujours à la même heure, 15h à 16h30. Donc, vous pourriez aussi, après, je pense que Aimé va vous partager toutes les informations pour pouvoir vous inscrire et participer à ce webinaire en question. Alors, on va pas tarder, on va passer directement à la question échange, questions, réponses. On a déjà des questions dans le chat.
que je vais lire et puis Aimé va nous faire le plaisir de répondre, y compris aussi nos différents formateurs qui auront à eux un petit temps. Chacun aura une question à laquelle il ou elle répondra. Mais on va déjà commencer par les questions qui nous ont été posées dans le chat, si tu me le permets, Aimé. Et donc, la première question de la personne, c'était la personne derrière le compte Samsung qui disait, je répète, si on part sur le principe que l'impact est un changement total, et vu qu'il y a plusieurs types de projets, est-ce que la définition de l'impact reste standard ou bien, voilà, on aura d'autres types de définitions d'impact en fonction du projet? Il a pris un exemple du cas de projet d'élevage de poules pondeuses. Mhm. D'accord. La définition d'impact est la même, peu importe le type de projet, mais là, on s'entend qu'on est dans le cadre de projets soit humanitaire, communautaire, de développement ou social en tant que tel. Donc, on est dans ce cadre-là. Je ne parle pas des entreprises qui vendent des produits, donc, qui cherchent à faire du financement en tant que tel. Nous, on cherche un changement de comportement, on cherche un changement des conditions et des réalités des communautés qu'on tente de toucher. Donc, à ce niveau-là, la définition est la même de l'impact. C'est-à-dire que on cherche à améliorer les conditions, on cherche aussi à avoir un changement réel, on cherche à avoir un changement durable en tant que tel. Peut-être que c'est les procédés qui peuvent changer. Donc, dans le cadre, pour le poulailler, là, si j'ai bonne mémoire, ou la vente de poulet, je pense que j'avais demandé à Monsieur Zida, est-ce que c'était quoi les objectifs? Qu'est-ce qu'il souhaitait à travers ça? Je pense qu'il voulait peut-être l'accessibilité, peut-être pour des personnes qui n'ont peut-être pas les moyens d'avoir accès à certains types d'alimentation ou je sais pas, peut-être il pourrait plus éclairer là-dessus, mais ça ne change absolument rien qu'il veut améliorer les conditions de ces personnes-là, qui voudrait que ces personnes-là puissent avoir tous les moyens, qu'ils puissent avoir accès à une alimentation, je sais pas moi, variée en tant que telle à travers l'élevage de poulets qu'il fait là. Je sais pas s'il peut reprendre un peu son contexte, ça va m'aider. Je pense que la question c'était pas Monsieur Zida. Ah, d'accord, Non, c'est pas sa question à lui, même si c'est d'accord. dans le même contexte Oui, oui. qu'il avait posé sa question. Mhm. Je pense que celui-là, c'est... Mais la définition d'impact est la même. C'est la même, peu importe. Si on reste dans notre contexte à nous, juste pour m'assurer de ça. Mhm. Certainement qu'il voudrait prendre le micro. S'il est toujours avec nous, il pourrait prendre le micro et nous dire Oui. plus. Je pense que le monsieur derrière le compte Samsung, c'était monsieur Canes, si je ne me trompe pas. Oui, bonsoir, chers panélistes. Oui, bonsoir, monsieur. Moi, j'aime la question de quand même avoir une éclaircissement sur donc impact. Voilà, tel que vous l'avez défini, voilà, dans votre contexte, voilà, c'est correct. Voilà, et le fait donc de poule pondeuse ou d'élevage, je dirais que bon, en ce moment, quand on va se dire et dire bon, quelle définition, voilà, peut donc être donc attribué donc à cet impact dans son projet d'élevage. Côté humanitaire, c'est facile, voilà, en disant oui, on a constaté un changement total. Mais pour un citoyen lambda, dans son projet d'élevage, donc de plus pondeuse, elle doit également donc définir ce concept d'impact. Qu'est-ce qui a pu peut-être eu comme changement? Voilà, si c'est peut-être l'impact est positif, l'impact est négatif, de toute façon, il peut regarder également qu'il y a eu de l'amélioration à quelque part. Donc, c'est de ça. Mhm. Ben, je pourrais, si ça peut vous aider là, si on n'est pas dans le euh, non lucratif, par exemple, donc on peut dire un impact, si tu fais la vente de poules, c'est le nombre de foyers qui achètent vos poulets, hein, ça c'est un des exemples. Maintenant, si on, par exemple on est dans le milieu communautaire, par exemple, on peut dire que dans une zone A, ben, par exemple dans certaines zones, je vais dire en Afrique ou bien en Haïti, c'est vraiment un certain type de personnes qui ont tendance à peut-être manger du poulet. Donc, si maintenant vous faites du poulet qui est accessible à tout le monde,
vous pouvez aller voir quel indicateur que vous pouvez mettre en place pour dire qu'il y a eu un changement de comportement. Les personnes qui sont à revenus faibles peuvent maintenant se sentir confortables, ils peuvent se sentir en confiance parce que eux aussi, ils n'ont pas besoin d'attendre le 1er janvier. Là, je caricature, hein. Ils n'ont pas besoin d'attendre le 1er janvier pour pouvoir avoir accès à des poulets de qualité quelque part. Donc, il y a moyen de pouvoir positionner le terme impact ici de plusieurs manières. Donc, on va laisser la chance à d'autres personnes. Je ne sais pas si ça a répondu. D'accord. Mhm. On avait Monsieur Jojo qui avait levé la main. Oui, merci pour la parole. C'était pour compléter Madame Aimée. Normalement, dans un projet d'élevage, il y a donc 3 étapes qu'on poursuit. Soit il est fait pour lui-même, soit il est fait pour la communauté là où il est en train de vivre, soit il est fait pour vendre dans un endroit un peu distant. Mais dans tout cela, l'élevage a pour mission de répondre à un besoin d'accès. Si dans une zone, il n'y a pas un besoin nutritionnel, vous mettez en place un projet d'élevage. Qui va acheter ou bien qui va consommer cette viande? Normalement, s'il y a un problème nutritionnel, souvent des cas de malnutrition, aiguë ou je ne sais pas de quelle sorte, c'est de telles zones qu'on peut facilement mettre en place un projet d'élevage parce que l'objectif poursuivi sera à ce que les personnes qui n'ont pas accès à l'alimentation, à la viande, puissent avoir l'opportunité de commencer à consommer cette viande. Là, vous allez réussir votre projet. Tant que les gens de la communauté n'ont pas commencé à consommer cette viande, en ce moment-là, on ne parle pas d'impact. L'impact ne peut être dû que si votre élevage, après avoir mis en application, la communauté commence à les consommer. Là, c'est le point 1. Et un impact à long terme, vous commencez et les autres membres de la communauté commencent aussi à le faire et ça devient une habitude dans la communauté. Là, on est dans un changement durable. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Jojo. Monsieur Ludovic. Mais bonjour, et puis je voulais dire vraiment merci à Meyou pour son exposé. Et c'est pour rejoindre vraiment ce que notre ami vient de dire, notre frère vient de dire là, Jojo. C'est la même chose. L'impact, là, ça rejoint les besoins qu'on a identifiés au départ. Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'il y a un changement au niveau de ces besoins-là? Pour lui, par exemple, quand il parle de l'élevage, et puis dans son exposé, il avait dit au départ que c'était pour répondre à des besoins alimentaires de malnutrition. Donc, ça suppose que lui, certainement, il a eu des résultats qui viennent de l'hôpital pour dire que dans une zone, il y a la malnutrition. Et donc, lui, dans son projet, en développant l'élevage un peu, soit la chair de poule, mais les œufs, les œufs, je pense. Bon, est-ce que lui, en collaborant avec l'hôpital, après 6 mois, est-ce qu'il y a eu un changement au niveau des résultats hospitaliers en lien avec la malnutrition? Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que ça a réduit le nombre d'enfants malnutris? C'est à ce niveau-là qu'on parle d'impact. C'est comme un projet social, par exemple. Un certain nombre d'enfants dans une région ne vont pas à l'école parce qu'ils n'ont pas de fourniture scolaire. Et puis on se dit, bon, d'ici 2 ans, il faut que le nombre réduise absolument. On veut avoir au moins 100 enfants qui soient capables d'aller à l'école, avoir des fournitures pour pouvoir aller à l'école. Est-ce qu'après 1 an, est-ce qu'on est capable de dire que par le passé, il y avait 100 enfants qui n'allaient pas à l'école par manque de fourniture scolaire, que maintenant, là, ça a réduit grâce au projet et qu'on a maintenant peut-être 10 qui ne vont pas pour d'autres raisons ou bien, bon, voilà, c'est à ce niveau-là qu'on parle d'impact. Donc, voilà un peu mon apport que je voulais envoyer, ma compréhension par rapport à cette notion d'impact. Merci. Merci, Monsieur Ludovic et Monsieur Jojo, parce que vous avez vraiment aidé à la compréhension. Non, je te laisse, Laetitia. Ok, on avait une autre question de Monsieur Canet. Je pense qu'il disait en fait dans sa question, je travaille sur une bourse de projet sur les animaux sauvages mammifères en Afrique. Quels sont vos conseils? Ça, c'est vague parce que là, je sais pas, qu'est-ce qu'il veut? Il travaille sur ce projet-là. Ok, je t'entends écrit là, animaux sauvages et mammifères, mais quel est l'objectif? C'est que c'est des espèces rares. Je comprends pas, je comprends toujours pas la question encore.
Je ne le vois pas. Je ne sais pas s'il est toujours avec nous. Sinon, on allait lui donner l'opportunité Oui, de oui, c'est ça, parce que là, il nous dit un d'expliquer. peu, euh, Il n'est plus avec nous, il n'est plus malheureusement. avec nous. OK, bon, s'il revient, donc je te laisse poursuivre. Ouais. Bon, je pense que là, on n'a plus de questions dans le chat. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à les mettre dans le chat ou bien à activer votre micro et les poser directement. Hmm. Je pense que s'il n'y a plus de questions et que M. Canet vient après, on va lui donner la parole. Mais ceci étant, on peut déjà aller pour les différents formateurs qui vont nous euh, donner des réponses sur des questions que je vais leur poser en fonction de leur domaine, si je me le permets. Oui, vas-y. OK. Est-ce que vous voulez que j'arrête le partage? Comme ça va faire un échange beaucoup plus... on se voit plus. J'arrête le partage, hein. Ou je laisse. Est-ce qu'on voit les autres quand ils s'expriment, quand le partage est là? Oui, moi, j'arrive à voir en fait le nom des gens OK. aussi, les Et puis les caméras. visages. OK, donc je vais couper juste et puis j'arrête pas le partage. On reste là et puis tu peux poursuivre. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, pour les intervenants et intervenantes qui vont nous donner des réponses, on a la première qui est Marceline Fondjo. Je la vois sur mon écran là. Elle vient du Canada. Elle est consultante formatrice en technique de mobilisation communautaire. Du coup, pour Madame Marceline Fondjo, on va lui demander euh, comment est-ce que sa thématique à elle ou bien son domaine à elle vient répondre à un enjeu qui limite l'impact ou bien l'ancrage d'un projet en Afrique. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour la question. Technique d'animation communautaire, comme vous comprenez, euh, c'est vraiment comme les méthodes qu'on utilise pour dynamiser ou bien pour engager une communauté, donc autour d'un objectif commun. Donc, il s'agit de faire l'animation dans une communauté. Et les techniques doivent être adaptées et appropriées à la cible qu'on a en face de nous à l'instant T où on fait de l'animation. Je ne sais pas si j'ai 2 ou 3 minutes pour vous parler Oui. un peu en bref de tout ça, ou bien je dois répondre à plusieurs questions. Non, non, tu as 3 minutes pour nous entretenir sur cette question. Merci. Euh, donc, les techniques peuvent donc inclure les outils interactifs, les approches pédagogiques et même les stratégies de mobilisation, mais qui sont adaptées aux besoins de la communauté. Ces techniques visent à favoriser la participation, l'échange et la collaboration entre les membres du groupe qui sont présents lors de l'animation. Donc, ici, nous sommes dans un contexte communautaire et pour une bonne animation communautaire, il y a quelques questions que l'animateur ou l'animatrice doit se poser au préalable. Entre autres, comment apporter de la clarté aux participants? Par exemple, autre question, quel est le meilleur moyen pour maintenir l'énergie du groupe? Comment permettre aux participants d'avancer sans stress, mais avec efficacité dans leur production? Quand il s'agit peut-être de co-animation, parce que ça peut arriver qu'il y ait une ou plusieurs personnes qui animent pour la même chose au même moment, les questions préalables, c'est comment co-animer et comment former une équipe de choc pour guider donc un groupe avec sérénité. Donc, en organisation communautaire, l'animation ne consiste pas seulement à organiser des activités. C'est surtout à favoriser la participation, renforcer le pouvoir d'agir des membres et de créer donc le sentiment d'appartenance. L'animateur joue donc comme un rôle de facilitateur. Il accompagne le groupe mais sans imposer ses idées. Il existe donc plusieurs techniques efficaces pour une belle animation communautaire. Il n'y a pas de technique standard. Donc l'animateur ou l'animatrice doit juste choisir les techniques qui sont adaptées au groupe qu'il anime à l'instant.
Bon, ici, je vais comme vous donner quelques exemples de techniques d'animation pour une bonne animation communautaire efficace. Et comme je dis toujours, nous sommes en organisation communautaire. Les participants viennent souvent d'horizons différents. Donc, on peut faire au début comme une activité simple en début de rencontre qui permet de créer comme un climat de confiance. Par exemple, demander aux participants de partager une réussite récente ou comme une attente face à la rencontre, ce qui va favoriser donc l'ouverture et l'engagement dès le départ. Cette technique généralement s'appelle le brise-glace structuré. Il peut s'agir aussi d'une méthode, d'une autre, ça c'est une autre technique par exemple, une méthode qui est assez pertinente lorsqu'on souhaite entendre chacun équitablement. Les règles doivent être claires dès le début, telles que le respect, l'écoute active, le temps de parole qui est partagé. Donc, c'est une technique qui permet de valoriser l'expérience qui est vécue des membres, ce qui est donc essentiel en milieu communautaire. Et cette technique, généralement, c'est comme un cercle de parole. Aussi, nous pouvons citer un troisième, c'est surtout dans mon temps de parole, s'il n'est pas épuisé mes 2 minutes. On peut faire comme un atelier participatif, par exemple un brainstorming en petit groupe, pour identifier dans les besoins, ou bien proposer des solutions à un enjeu. L'objectif, donc, c'est de co-construire des projets avec des membres plutôt que de décider à leur place. Donc, cela augmenterait la motivation et l'appropriation des actions. Donc, en conclusion, je pourrais vous dire, une bonne animation communautaire repose sur 3 éléments clés. Une bonne préparation, l'inclusion et la valorisation des contributions des participants. Cela peut se matérialiser donc par l'écoute active, la neutralité, la capacité d'adaptation à l'assemblée. Donc, adapter l'animation aux besoins de la communauté, être à l'écoute et proposer des activités en fonction des attentes et des intérêts des participants. Donc, l'animation est un outil puissant pour transformer un simple groupe en une communauté qui est engagée et solidaire en organisation communautaire. Merci pour votre attention. Merci. Je veux pas te stopper, mais tu as dépassé tes 3 minutes. Donc, Désolée. on va juste prendre comme exemple et dire aux autres de rester dans les 3 minutes. D'accord. Merci. Le prochain sur la liste, c'est M. Aluma Jojo, euh, de la République démocratique du Congo, qui est consultant formateur en gestion d'impact. Alors, Monsieur Jojo, ça sera toujours la même question. On veut savoir en fonction de votre domaine d'activité, quels sont selon vous ce qui peut limiter l'impact et l'ancrage d'un projet, que ce soit en Afrique, dans les Caraïbes ou bien tout simplement dans les pays du Sud. Bonjour, je pense que vous m'avez déjà bien présenté. Je ne peux plus encore revenir compte tenu du temps. Comme vous l'avez dit, j'ai sélectionné comme consultant formateur en gestion d'impact. Par rapport à votre question, je peux dire ceci. Vous m'écoutez bien? Oui, Oui, mais on aimerait bien vous voir parce que si ouais. des affaires avec nous. C'est bon? Je vous vois pas. Bon, j'ai mis la caméra. Est-ce que votre caméra est activée? Oui. On vous voit pas, on voit que du noir. Voilà. Peut-être quelqu'un d'autre peut s'exprimer le moment qu'il règle ça. Oui, il y a Madame Ouattara Martine qui a laissé une Oui, j'ai vu question. ça, j'ai répondu en privé. Je lui ai répondu en privé. Oh, ok, d'accord. Donc, d'accord, pas de souci. Laetitia, le moment que Monsieur Jojo trouve la solution, peut-être se déconnecter sur le côté, peut-être un autre formateur ou formatrice peut Oui, s'exprimer oui, rapidement. oui. On a monsieur, je ne sais pas si monsieur Florentin Ouya du Burkina Faso, est-ce qu'il est avec nous? Je ne l'ai pas vu. Monsieur Florentin, je ne sais pas, je ne le vois pas dans ma liste. Non, il m'avait dit durant le courant qu'il avait un problème qu'il se connectait, mais je ne pouvais pas Ok. parler. Donc, tu peux, je vois On Monsieur va- Clément. oui, on va passer à monsieur Tia Clément de la Côte d'Ivoire. Il est consultant formateur en reporting extra-financier, la partie qui fâche l'agent.
Donc, Monsieur Clément, vous aurez 3 minutes. Est-ce que vous pourrez nous dire, en fait, dans votre contexte, en termes financiers, qu'est-ce qui bloque l'ancrage d'un projet ou bien qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas d'impact du tout coup des projets qui sont en Afrique ou bien en Caraïbes ou bien tout simplement des pays du Sud? D'accord. Bonjour. Merci beaucoup. Merci. Bon, j'ai été La décroché. caméra aussi. Pas aussi. Oui, mais attends, justement, laissez-moi que je mette la caméra. Wow. Pourtant, c'était simple tout à l'heure. Sinon, si Monsieur Jojo est prêt, juste pour qu'on gagne du temps. Bon. Monsieur Jojo, est-ce que votre caméra fonctionne maintenant? Toujours pas. Madame, Je ne sais pas si on essayez m'entend, de parce que là, vérifier je à votre n'entends plus niveau d'abord. personne. Comment? Essayez de vérifier. Peut-être que vous nous avez coupé. Ah oui. Non, mais en fait, moi, j'arrivais à voir Madame Marceline, en fait. J'arrivais à la voir, j'arrive à voir Aimé. Donc, c'est que le problème n'est pas de mon niveau. Je ne sais pas si on m'entend, parce que là, moi, je n'entends plus personne. Hein. Ah, Monsieur Clément, on vous entend. Aimé, est-ce que tu m'entends? Oui, j'entends bien tout le monde. Bon, on peut laisser les caméras pour gagner du temps. Oui. Ouais, ouais. Monsieur Jojo, si vous êtes prêt à y aller, on attend que Monsieur Clément solutionne son micro. Est-ce que vous pouvez répondre à la question, même si on ne peut pas vous voir, c'est pas bien grave. Allô? Oui, vous Alors, pouvez. au début, l'image était en train de passer. Vous m'écoutez bien, ça va? Oui, oui. Bon, je disais ceci par rapport à la question des éléments qui concernent un projet, en ce qui concerne la gestion d'impact. J'espère bien qu'aujourd'hui, Madame Aimé a presque parlé des sujets qui concernent il y a vraiment en quelques mots tout ce que je peux parler comme formation, parce que c'est ce qu'elle a dit aujourd'hui. Simplement, ce que je peux ajouter est que lorsque Madame a parlé des éléments qui freinent un projet, c'est un ensemble des obstacles. Maintenant, lorsqu'on gère un projet, lorsqu'on est en train de coordonner, en train de pilonner un projet, pendant la phase d'implémentation, comment allez-vous faire pour contourner les obstacles? Quels sont les moyens qu'il faut faire? Quels sont les mécanismes? Quelles sont les techniques ou stratégies qu'il faudra mettre en place afin que lorsque vous faites face aux obstacles, vous pouvez les contourner, avancer et arriver jusqu'à atteindre les objectifs et arriver à ce qu'on appelle un impact positif à long terme. C'est ainsi qu'il faudrait normalement penser à disposer des outils appropriés, ce qui n'est pas souvent le cas. Certains projets peuvent avoir les financements, les équipes, tout ce qui est nécessaire, mais lorsqu'il manque des outils appropriés, cela affecte la mise en œuvre et à la fin du projet, l'impact risque de ne pas être atteint. Mais lorsqu'un projet, même s'il n'est pas bien géré, s'il dispose des outils appropriés, à travers les outils, on peut arriver à recadrer et atteindre l'objectif. Maintenant, il y a aussi l'élément qu'il faudrait prendre en compte, les types de stratégies. Parce que quand on est en train de mettre en œuvre un projet, pour atteindre l'impact, il faudrait qu'il y ait des stratégies. Si vous négligez les stratégies, vous risquez de penser que vous avez mis en œuvre le projet tel que vous devez le faire, mais avec l'absence de stratégie, cela peut vous amener à faire quelque chose qui ne cadre pas au résultat. Or, les stratégies sont tellement importantes et à travers les stratégies qui sont cadrées, ciblées et des stratégies qui tiennent compte de la réalité de la zone, cela peut vous aider à améliorer l'intervention et atteindre l'objectif. C'est pour cela même certains projets qui ont eu le temps d'avoir plus d'expérience terrain commencent aussi à revoir leur département de suivi d'évaluation, cherchant à les séparer en créant de nouvelles structures qu'on appelle aujourd'hui Collaboration Learning Adaptability, donc les CLA, ou bien les stratégies Learning Adaptability. Ce sont des deux types
soit déjà des départements qui commencent à naître dans le projet pour permettre de capitaliser les différents changements qui interviennent tout au long de la mise en œuvre d'un projet afin de permettre aux bailleurs de comprendre que tel qu'ils avaient pensé au projet et le long de la mise en œuvre, il y a eu des changements et voici ces changements, voilà ce qu'on a fait et à travers ces différents éléments que nous avons mis en place, ça nous a amené à atteindre un changement réel. Donc, ce sont des choses qui, avec le temps, les projets commencent à revoir la manière de travailler pour que le succès entendu soit réellement réalisé. C'est pour cela qu'il est vraiment important, lorsque vous êtes en train de faire un projet, d'identifier les différentes. Normalement, c'est la majorité des cas face à deux types d'indicateurs. Vous devez être en mesure de tirer attention aux indicateurs d'impact parce que c'est les indicateurs qui vont vous amener, comme on dit, atteindre l'objectif. Ces indicateurs d'impact sont parfois négligés lors de la mise en œuvre. Monsieur Tuto, est-ce qu'on n'arrive plus à vous suivre parce que votre micro crache beaucoup? Votre micro crache beaucoup, on n'arrive vraiment plus à vous suivre. Du coup, est-ce qu'on pourrait stopper là? Je pense que nos participants ont vraiment pu prendre le plus important de tout ce que vous avez à développer jusqu'à ce que le micro commence à cracher. Donc, si on peut s'arrêter là, ça sera vraiment super. Je suis vraiment désolée, mais en fait, le micro, là, il fait tellement de bruit que c'est un peu compliqué, en fait, pour nous de vous entendre surtout. OK. Monsieur Clément? Oui, allô, oui. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on vous entend. Voilà, c'était quoi la question? Revenez sur la question. OK. Parce que là, D'accord. Donc, je reprends encore votre présentation. Vous êtes Monsieur Clément Tia, consultant informateur en reporting extra-financier. Et comme tout projet, on a besoin d'argent. On doit savoir comment gérer cet argent-là en fonction de votre domaine d'expertise. Comment vous pensez que la question financière pourrait limiter en fait l'impact ou bien l'ancrage d'un projet, que ce soit en Afrique ou bien les pays du Sud? voilà, merci beaucoup. Merci vraiment pour la présentation. Mais ce que je voudrais dire, parce que là, vous avez parlé de la question de financement ou alors la question d'argent. Mais quand on parle aujourd'hui du reporting extra-financier, c'est tout sauf les questions financières, malheureusement. Ça, vraiment, je tenais à préciser. Parce que le reporting extra-financier, c'est la communication des informations et non financières d'abord d'une organisation ou alors d'une entreprise. Tout à l'heure, dans les échanges, je crois que la présentatrice d'aujourd'hui, Aimée, a bien développé. Parce que, imaginez un peu, d'abord, ce que vous devez savoir, c'est que les OBNL ou alors les entreprises vivent d'abord de confiance. Vivent d'abord de confiance, ça dit que auprès des bailleurs ou alors des partenaires. Donc, imaginez par exemple, je donne un exemple, que vous soyez donateur ou alors pourvoyeur d'une OBNL ou alors d'une entreprise. Mais à un moment donné, quand vous investissez, vous posez la question en tant que donateur maintenant, de savoir finalement tout ce qu'on a investi, qu'est-ce que ça a rapporté, quelles sont les retombées en termes de résultats concrets sur le terrain. Et là, dans le débat tout à l'heure, on a dit que quelqu'un a donné le bon exemple pour dire que on suppose par exemple que dans telle région, en 2025 par exemple, il y a eu tel nombre d'enfants qui ont été scolarisés. Et nous, vous, en tant que porteur de projet, vous partez voir un bailleur et vous dites que vous voulez faire en sorte que dans la région où il y a moins de personnes scolarisées, nous voulons faire en sorte que nous voulons booster le taux de scolarisation des enfants dans ces zones. Et là, quand vous obtenez le financement, qu'est-ce que vous présentez maintenant en retour à vos bailleurs? Parce qu'ils attendent ce retour-là. Donc, ce n'est pas de dire l'argent que vous avez donné, on a dépensé tel montant ici ou alors tel montant ici. C'est de dire que, par exemple, en 2024, il y avait 500 enfants scolarisés ici,
Mais c'est là maintenant que le terme impact intervient. Mais nous avons fait en sorte que par nos actions en 2025 ou alors nous voulons en 2026 que on passe de 500 enfants scolarisés dans telle zone à 1000 ou alors à 2000. Parce que c'est ça que les gens attendent. Ce n'est pas du tout de dire voilà comment on a dépensé les ressources que nous avons reçues de vous. Et là, je parle maintenant de vos bailleurs. Donc, j'ai revu un peu dessus. Donc, par définition, le reporting extra-financier, c'est tout vraiment sauf les informations financières. C'est-à-dire qu'il faut montrer l'impact, l'impact de vos activités, l'impact de vos activités sur la population, ça peut être sur l'environnement, ça peut être sur, sur le traitement, par exemple, d'une épidémie quelque part dans une zone, et vous dites que, bon, grâce à nos interventions, nous avons réduit le taux d'infection de telle maladie ou alors de telle épidémie de tel pourcent à tel pourcent, là où vous réduisez. Ça, c'est ce qu'on présente dans le reporting extra-financier. Donc, Monsieur Clément, oui. s'il vous plaît, genre, je vais vous couper un peu la parole, hein, mais genre, on aimerait un peu savoir comment avoir des financements, en fait. Oui, pour avoir les financements, et d'abord, il faut présenter un projet clair. Dans la présentation de Aimé, vraiment, elle s'est vraiment beaucoup attardée là-dessus. Il faut être d'abord crédible. OK? La crédibilité est dans tout son sens. Ça dit, elle a dit que vous êtes là, vous êtes porteur de projet, et quand vous avez besoin de financement, vous en demandez, mais les gens vous observent. D'abord, il faut être une personne responsable. Là, on parle de responsabilité, on parle de transparence et on parle plutôt de performance. Donc, pour avoir un financement, il faut présenter un projet qui est d'abord très clair. Un projet très clair et autour, il ne faudrait pas qu'il y ait de communication floue. D'accord? Parce que pourquoi, qu'est-ce qui attire vraiment les bailleurs? Quand quelqu'un investit, il veut d'abord avoir l'impact que votre activité va avoir sur la population. Ici, par exemple, en Côte d'Ivoire, chaque année, le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi finance des projets des jeunes ici. Mais ces jeunes-là doivent présenter des projets qui, par exemple, emploient au moins 25 personnes. Ça, vraiment, c'est la norme pour que ton projet soit validé. D'accord? Donc, quand vous présentez un projet à un bailleur ou alors à une organisation pour avoir le financement, il faut présenter dans vos plans de projet-là que ce projet que je présente ici, ce projet dont je suis porteur, voilà le nombre d'emplois que ça peut créer. Quand c'est important, en ce moment-là, parce que vous savez, les États ou alors les gens aujourd'hui veulent aider, mais on cherche des personnes qui veulent employer le plus de personnes, le maximum de personnes. D'accord, Voici un peu comment il faut orienter les axes de présentation de vos business plans. Si ça répond aux questions. Ok, merci beaucoup. Je pense que là, on est à 2 minutes de la fin, en principe. Oui. Donc, merci beaucoup pour l'intervention, Monsieur Clément. Je pense que là, dans le chat, on n'a plus d'autres questions. Et je vais passer la parole à Aimé. Mais avant ça, Aimé, pour pour le prochain webinaire, je ne sais pas s'il y a eu une erreur sur la date. C'est le 5 mars ou le 7 mars? C'est le 7 mars, samedi 7 mars. Quel mars? Ok, samedi 7 mars. Ok. Oui. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, c'est samedi 7 mars. Oui, D'accord. 7 mars. Je te laisse la parole pour conclure. Pour conclure, merci beaucoup Anne-Laetitia, merci beaucoup aux formateurs, Monsieur Jojo, Madame Fanjo, Monsieur Clément. Il y a Monsieur Zida qui a levé la main. Oui, on va lui donner la main. Je vais terminer le remerciement. Malheureusement, on n'a pas pu avoir Monsieur Ouya, mais en tout cas, Monsieur Zida, je vais répondre à votre question et puis dire le mot de fin. Merci pour la brillante présentation et puis vraiment c'était très très précis et clair. Merci beaucoup. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que en temps opportun, est-ce qu'on peut vous contacter si on a des soucis?
Bien sûr. Et puis, ça Merci me fait infiniment. penser, oui, je vais mettre dans le chat, je vous avais promis un bonus, tu sais, aux personnes qui allaient être inscrites. Donc, c'est un diagnostic d'impact qui est gratuit. Vous allez pouvoir prendre le temps. Attendez, je vais essayer de le partager rapidement là. Je pense que, Si tu mets le lien directement dans le chat, oui, tu c'est peux ce que je vais faire. Je vais faire ça. Je vais l'ouvrir pour expliquer en 2 minutes. Je vais le mettre dans le chat aussi rapidement. Et puis comme ça, chacun de nous allons pouvoir. Et puis dans le document, Monsieur Zida, vous avez mes contacts, hein. Donc attendez, je vais. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, d'accord. Attendez, j'ai fait une erreur. Où est-ce qu'il est? Ok, il est là. Ça va pas être là. Hmm. Donc, vous pouvez le télécharger. Et puis moi, je vais partager le document et puis je vais expliquer rapidement. Est-ce que vous voyez mon écran ou là maintenant on voit Monsieur Alouma pour ceux qui l'ont pas vu tantôt. Ok. Est-ce que vous voyez le document ou vous voyez peut-être les personnes qui sont là? Qu'est-ce que vous voyez? Oui, on voit le Ouais, document. on voit le On voit document. le document. Ok, c'est beau, c'est Mm. parfait. Donc, c'est ça. Donc, c'est un diagnostic d'impact gratuit. Euh, Vous avez une série de questions. Donc, au niveau de la clarté stratégique, vous allez être en mesure. Vous avez 5 questions. Chacune des questions est de 5 points. Et puis, vous-même, vous allez penser pour voir à quel niveau vous êtes pour chacun des points. Et puis, vous vous faites un score. Il y a une série de questions. Et puis, ça vous permet de savoir où est-ce que vous êtes rendu dans votre projet. Et puis, vous-même aussi, comme leader communautaire, savoir est-ce que vous êtes rendu aussi dans votre projet en tant que tel. Et puis, là, monsieur, pour tout le monde, Monsieur Zida, vous avez mon contact, mon courriel. Et puis, ça, c'est mon site web personnel en tant que tel. Donc, vous pouvez télécharger le document que je viens d'envoyer. Donc, c'est ça à ce niveau. Donc, oui, donc tantôt, je disais un gros merci à toutes et à tous pour votre présence, pour la qualité des échanges aussi également. J'espère que à travers ce webinaire-là, vous allez être en mesure d'avoir davantage, parce que je sais que toutes les personnes qui sont ici ont déjà un impact dans leur communauté et donc que vous allez avoir davantage un impact. Merci aux personnes du Burkina Faso, de la RDC, de la Guinée aussi également. Et puis je pense que j'ai pas eu seulement des personnes d'Haïti aujourd'hui, mais on avait quand même plusieurs personnes inscrites. Mais bon, qu'est-ce que je voulais aussi rajouter, c'est que à partir du mois de mars, il y a des formations qui vont démarrer si des personnes sont intéressées, que ce soit en gestion d'impact, que ce soit en reporting extra-financier, que ce soit dans la mobilisation, que ce soit en sensibilisation, et puis j'en passe là, et puis dans les RSE aussi également. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez nous suivre sur nos médias sociaux, Agdi Côte d'Ivoire en tant que tel. Vous allez pouvoir nous avoir là. Présentement, nous sommes dans la refonte du site web, donc il n'est pas accessible à cause des formations qui s'en viennent. Et c'est ça, pour tout accompagnement, pour toute consultance, pour des questions, n'hésitez pas à écrire à agdicom@gmail.com. Oui, gmail.com. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter aussi? En tout cas, merci. Voilà, c'est ce que je peux mentionner pour ce matin. Pour cet Merci, Amel. après-midi, dans certains pays. D'accord. Donc, je pense que là, c'était la fin, le mot de fin de notre webinaire. Et puis, voilà. À la prochaine pour d'autres webinaires. Merci. Merci.